là depuis 50 ans, la télé de Radio-Canada. Nous avons grandi avec elle. Elle nous a élevés. Elle fait partie de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus. Elle nous a tendu un miroir. Nous nous sommes vus. Elle nous a fait grimacer. Elle nous a fait rêver. Elle a modelé notre imaginaire. Elle a fabriqué des rêves pour nous permettre de construire le monde. « 50 ans de rêve, rêve d'ailleurs, rêve d'ici. Elle nous a appris à rêver, rêver de grandir, rêver de dépassement, rêver de devenir meilleurs que nous-mêmes. Dans le miroir qu'elle nous tendait, nous avons voulu être plus beaux, plus drôles, plus fins. Nous avons voulu être meilleurs. Les miroirs font ça. Nous avons voulu transformer les rêves en réalité. Il y avait un de ces contes, il y avait, mais c'est loin, alors si je me souviens bien, il y avait un roi qui avait une vache qui faisait du lait au chocolat. Ça, je me rappelle de ça. Mon cher ministre, j'ai décidé de maigrir. Dorénavant, je ne boirai plus de lait au chocolat. Mais alors, que ferons-nous de toutes nos vaches? Nos vaches? Nos vaches, Majesté, qui ne donnent que du lait au chocolat. Si vous Mon n'en buvez cher pas... ministre, l'heure est grave. Puis je me rappelle que j'étais tellement fascinée par Fanfreluche que j'avais essayé de rentrer dans un livre que j'avais chez nous. Je voudrais faire un tour de traîneau tiré par des chiens. Certainement, rien de plus facile. Donnez-moi la main. Je savais je savais que ça marcherait probablement pas, mais je me disais, ah, on verra, on va quand même essayer. Fait que j'avais mis mon livre de Martine fait son jardin. Je l'avais appuyé sur un oreiller comme ça. Je m'étais penchée comme ça, puis j'avais pris un petit élan pour essayer de rentrer dans le livre. J'étais vraiment fascinée par Fanfreluche, moi, quand j'étais petite. Non, Isabelle Richer n'est pas entrée dans son livre, mais elle est entrée dans la télé et dans nos cœurs. Nous nous sommes beaucoup regardés. Nous nous regardons encore beaucoup. Nous nous regardons rêver. Tous en même temps dans nos maisons, abreuvés à la même source, nourris des mêmes images, tout un peuple partageant les mêmes émotions, les mêmes frémissements. C'est énorme. Tu sais, quand je pense à mes ancêtres, des fois je passe sur la 116 pour me rendre chez moi, puis le soir, puis aux promenades Saint-Bruno, tout ça, s'il y a toutes des lumières jusqu'à l'horizon, ou presque. Je me dis toujours, mon grand-père, ma grand-mère, dans leur charrette, s'il fallait qu'ils passent là, puis qu'ils voient ça, ils se disent, c'est le paradis. Mais j'ai pas pensé à ce moment-là s'il fallait qu'ils voient la télévision. Qui sait vraiment tout ce que la télévision a changé en nous? Qui connaît vraiment tous les résultats de cette révolution? La télévision est entrée chez moi avant moi. Hein, je suis né en 58, il y avait un téléviseur depuis 1953 peut-être, à peu près. Donc je l'ai pas vu arriver, c'est elle qui m'a vu arriver. Tu sais, dans le sens que ce que je veux dire, le téléviseur était déjà là, alors donc j'ai l'impression d'avoir grandi aussi avec la télévision. La télé, pour moi, c'est une boîte. C'est comme si on mettait des rideaux autour. Ce serait comme un genre de théâtre. Moi, j'ai toujours... ce que j'ai toujours aimé de la télévision, c'est le petit côté rêve. J'imagine, en ce moment, le Napoléon, à côté de Louis XIV, de Crésus, à côté de Saint-François de Sales, de Saint-François d'Assise, de Jésus, de Bouddha, de Mahomet. Et ils sont tous assis en rang. Puis là, on leur dit, on a un petit spectacle pour vous. Puis là, on leur passe à une émission de télévision. Je pense qu'il y en a la moitié de ceux-là qui mourraient d'une crise cardiaque. L'autre moitié qui se dirait, ben ça y est, on y est! Enfin, on y est! C'est le paradis! Mes parents n'étaient pas très télévision, même si mon père était comédien, mes parents, non, étaient vraiment de l'époque c'est un mal, c'est le diable. Faut pas trop regarder ça. Je vois l'Est en l'Ouest.
Je vois un pays. C'est drôle. Je vois des stations. C'est drôle parce que moi, je viens d'une région, donc je vois des stations régionales et puis celle au centre. Ici, Radio-Canada, là, avec la petite musique puis le signe là, qui se développait, là. Ici, Radio-Canada. Ben, ça me relaxe beaucoup d'écouter la télé. Les beaux dimanches. Ça, j'haïssais ça pour mourir, les beaux dimanches. Parce que ça voulait dire la fin de semaine. Et quand j'étais petit cul, moi, des pièces de théâtre, du ballet, des choses comme ça. Et là, j'haïssais ça. Le thème des beaux dimanches, je voulais mourir quand ça partait. Et là, mes parents adoraient ça, donc ils écoutaient toujours les beaux dimanches. Et là, c'était une torture complète. Et là, j'allais me coucher, puis là, j'entendais les beaux dimanches là, en sourdine. Et là, je voulais mourir. On écoutait beaucoup Radio-Canada chez moi. C'était complet. Il n'y avait pas lieu de regarder autre chose ou d'écouter autre chose. Oui, je dis pas que ça n'arrivait pas, mais c'était le principal point d'attraction parce que, justement, c'était varié puis parce que ça nous ressemblait. Ben, Radio-Canada, c'est la fenêtre sur la culture. C'est-à-dire que c'est un accès au grand monde. Il y a quelque chose à la fois, pour moi, sérieux, bien fait, une certaine profondeur, un certain courage. Moi, je dirais que les Québécois se sont, et on les appelait les Canadiens français à l'époque, se sont reconnus dans Radio-Canada. C'était l'instrument de diffusion qui leur permettait de se parler les uns aux autres. Ça fait 50 ans que je regarde la télévision. J'en suis fiable. Je mourrai en regardant la télévision. Ça me dérange pas du tout. J'en ai pas honte. J'en ai jamais eu honte. J'aime beaucoup regarder la télévision. Je regarde pas de la même façon maintenant que je la regardais autrefois, mais je suis tous les soirs installé devant mon téléviseur. Incroyable à ce temps, tout le monde a une télévision. 2, 3. Il y en a une dans la chambre à coucher. Parce que souvent rendu soir, je m'endors. Alors, j'aime autant qu'il y en a une là. Mais j'avoue que s'il y en avait une qui disparaîtrait, c'est probablement celle de la chambre à coucher. Et on en a une dans le salon. Et puis, on en a une dans le sous-sol. Oui, j'ai un téléviseur que je ne mets pas dans ma chambre à coucher. Où est-il? C'est dans un boudoir qui est aussi ma pièce de travail. Un dans la chambre, un en bas dans ce qu'on appelle la salle de séjour. Et puis, oui, ça fait 2, oui. C'était au début un miroir. Nous ne nous étions jamais vus. Nous nous connaissions à peine. Nous nous pensions petits, perdus, oubliés. Puis la télévision de Radio-Canada est venue. Nous nous sommes vus. Et nous avons collectivement redressé les épaules. Ce n'est pas qu'une image. C'était un peuple qui prenait conscience de lui-même. Et ce soir, je suis ici parce que vous êtes là. C'est la télévision qui nous a fait probablement agrandir nos fenêtres puis démolir nos murs après. Je veux dire, ce qui nous a montré qu'on savait que le reste du monde existait, on pensait que tout venait d'ailleurs, mais cette fenêtre-là, des fois, s'ouvrait sur nous tout à coup. La télévision nous apprend tout. Et c'est quand on regarde la télévision qu'on sait comment vit un peuple. La télévision de Radio-Canada nous a soudain montré au grand jour. Nous étions prêts à nous voir. Nous étions prêts à voir nos grandeurs, nos petitesses, nos beautés, nos défauts, notre humanité. Et par la télévision, ce miroir reflété des milliers de fois dans les foyers du pays, nous avons compris que nous n'étions pas seuls. Nous avons appris que c'était un peuple qui se fabriquait là, devant nos yeux, en direct. Et bientôt, elle a fait partie de nos vies, comme un parent, comme l'ami imaginaire de nos enfances rêveuses. Pour moi,
Les souvenirs les plus mémorables sont les souvenirs de mon retour d'école quand j'étais petite, et c'était les émissions jeunesse de Radio-Canada à l'époque, qui étaient, Larry Boulding, ça, les gobelets, Franfreluche, les carnets du Major Plum Pudding, Joey Delica, et je suis sûre que j'en oublie, là, mais c'était mes favoris, mes préférés. J'adorais ça. J'avais un faible pour les méchants. J'aimais beaucoup Aristide Cassoulet, Interpol, puis son casque qui s'ouvrait avec l'antenne. J'aimais beaucoup les méchants, moi. Pourquoi? Ben, je sais pas. Il se permettait quelque chose que j'osais pas me permettre. Tu es curieux? J'ai cru entendre des bruits de voix. Pierre Thériault avec ses belles joues rouges, Franfreluche avec ses belles joues rouges, qui pour moi a été ma première héroïne brune. Pas obligée d'être blonde. Parce que toutes les autres étaient blondes. Oui, même Capucine, puis Bobinette était blonde. Alors, je pense que dans mon inconscient de petite fille, c'était comme je pouvais m'identifier à quelqu'un qui me ressemblait. Moi, j'étais une brunette, puis Franfreluche, tu sais, était brune. Je sais pas, j'avais l'impression que je pouvais, moi aussi, accéder à tous les rêves, à tous les possibles, à toutes les fantaisies à travers elle. Une émission que j'écoutais avant de commencer à boîte à lunch, ça s'appelait Pacha et les chats. C'est des marionnettes, puis j'aimais vraiment ça. Après, j'ai écouté Franfreluche. J'ai reçu un coffret à peu près vers 5 ans. Puis j'écoutais ça, je trouvais ça le fun. Je suis pas de la première génération des enfants de la télé, mais quand même, disons, à ce point-là, je pense quand même me trouver en plein dedans, là, dans le bain des gens qui avaient le bonheur d'avoir des émissions vraiment faites pour eux. Par exemple, Bobino. C'est plus des souvenirs d'aquarium, des souvenirs un peu flous, un peu diffus. Mais c'est tout le monde, de ce qu'on appelait la boîte à surprises, et particulièrement le monde de Sol et Gobelets. Sol qui était un peu comme ma première idole, je dirais. J'ai les poches pleines tout le temps depuis cette époque-là. J'étais très, très fasciné, emballé, inspiré par ce personnage-là. C'était toutes des traversées du Ciboulot, là, qu'on avait, ça, les gobelets, tout ça. C'était du monde qui... Tu sais, je veux dire, c'était... fait que ça nous disait, ben oui, regardez, c'est beau la folie, c'est beau le rêve, c'est beau les débordements. Pauvre gobelet. Souvent, il me disait, un jour, tu me rendras fou. On est en présence de deux clowns, puis il y a du monde ordinaire qui arrive chez les deux clowns, puis qui ont aucune réaction bizarre en se disant je suis des clowns. Non, c'est du monde ordinaire. Tout ça, toute cette espèce de possibilités de libre accès à l'imaginaire que je trouvais fantastique. Ça y est, j'y suis. Ah, dis donc, ce que c'est tranquille ici. Pas un bruit, personne. Rien pour vous déranger. Migration et Gredouble, c'était complètement fantastique. C'était fantastique dans le sens fantastique du terme, la littérature fantastique. C'était vraiment des histoires abracadabrantes, des extraterrestres. C'était très spooky. Pourquoi on tente encore ces expériences? Parce qu'il ne faut jamais s'arrêter, Gredouble. Parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre, Gredouble. Parce que nous sommes en marche. Et que s'arrêter, c'est se nier soi-même. Ouais. Le souvenir le plus... c'est celui qui m'a marqué le plus. Il y en a deux, d'ailleurs, mais il y en a un, entre autres, c'est les Oraliens. Nom d'un petit bonhomme, j'ai encore perdu. Oh, le sale jeu, Arrête, Colin, tu vas tout casser. Tant mieux. Bonjour, regardez ce que j'ai fait. Oh, que c'est laid. C'est bien, ça ressemble à Mille Imagino. Ben, c'est ça qu'on écoutait jeune. J'aimais Bobino. C'est Bobino qui nous faisait un petit coup de chapeau à tous les jours. J'avais vraiment le sentiment qui me parlait à moi. Et je pouvais très, très facilement penser que moi, j'étais Télécino ou que moi, j'étais Camério. Camério, parce que le caméraman disait oui, disait non. Et c'était comme nous, on disait oui, on disait non. Puis on aurait dit qu'on était directement à côté de lui. Il y avait quelque chose chez Bobino qui... C'était très intime.
Par exemple. Oh, bonjour mes tout petits, vous êtes arrivés? Ah, ça, ce que je suis content de vous voir. Sans artifice, costume discret, chapeau melon. Il y avait... C'était pour moi, pour la petite fille que j'étais à ce moment-là, oui. À tous les jours, là, t'entends le petit thème de Bobino au début, t'entends le petit thème de Bobino à la fin, avec la petite harmonica. C'est un peu country, en plus, sur les bars, le petit thème de Bobino. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je finissais l'école à 4h moins quart, et là, je courais comme un malade jusqu'à chez nous pour attraper Tintin qui passait à Bobino. Montrer un extrait des films de Tintin, ça, c'était... Quand je manquais ça, ma journée était comme un nuage. Et les émissions pour enfants aussi. Émissions pour enfants, ça débordait, hein, parce que ça, les gobelets, Pirate ma boule, ça, moi, c'était quelque chose de fabuleux. Bonjour, ma belle spectacle. Alors, vous m'avez demandé de venir vous voir. Ce serait-tu par hasard qu'il y aurait du suçon à l'horizon? Tu vois, ne te corrigera jamais. Oui, en effet, il y a du suçon à l'horizon et plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ça va? Seulement, il va falloir les mériter. Tiens, c'était trop beau, je savais que ça se gâterait quelque part. On n'essayait pas de leur apprendre rien, il n'y avait pas de rien de valeur de véhiculer, c'était de la fantaisie, c'était des personnages, c'était des histoires complètement flyées. Je cire les chaussures du soir au matin. Cette extraordinaire façon de faire rêver les enfants, c'est forcément quelque chose qui a déteint sur ma génération. On était à une époque d'artisanat télévisuel aussi, où la libre pensée, la libre fantaisie des artistes créait le monde, plus que l'idée de l'heure, le traitement du sujet, la façon de tourner. C'était très, très collé à la présence, inspiré de ces Marc Favreau, Marcel Sabourin, Jean-Louis Millette et compagnie. Je sais que j'ai l'air d'un nostalgique des années 70, mais je peux pas faire autrement que de constater que l'imaginaire était plus sollicité, que c'était plus audacieux, que dans la Ribouldingue, on s'assommait à coups de batte de baseball, alors qu'aujourd'hui, on peut même pas mettre une paire de lunettes épaisses à un personnage. C'est vous qui l'avez dit, il faut vous rentrer ça dans le crâne à coups de bâton. Moi, je les ai toutes suivies. Marie Quatre-Poches, la Ribouldingue, Picotine, Nick Epic. J'ai tout suivi ça. J'étais vraiment accro. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé les émissions pour enfants, même enfants, qui étaient éducatives. Tu sais, le principe Passe-Partout, le principe Cornemuse, où tu as l'impression d'avoir un cours de pédagogie pour enfants. Moi, j'aimais les émissions où tu pouvais t'évader. Tu étais effoiré devant ta TV, sur le tapis, avec ta doudou, puis là, tu écoutais quelque chose, puis tu faisais juste partir. Le samedi matin, de m'asseoir en indien devant mon téléviseur et de regarder Ambroise Lafortune nous raconter ses voyages. Puis il y avait toujours des enfants assis autour de lui. Alors moi, j'étais dans mon salon, mais je m'assoyais comme si j'avais été en studio avec ces enfants-là devant le père Ambroise. Et je pense que lui m'a donné accès aux autres pays, aux autres cultures. Moi, des gens avec la peau en chocolat, j'avais jamais vu ça dans ma petite ville. Alors, à la télévision, quand il nous présentait tout son pays d'adoption qui était la Martinique, et puis il était drôle, et puis on le trouvait donc beau, puis je sais pas, même son nom, Ambroise Lafortune. Si je me souviens bien, au début, ça s'appelait l'Africassé, après ça a changé pour Pop Citrouille, et puis, mais c'était sensiblement la même gang, je pense. J'ai oublié mes allumettes. Puis ça, c'était vraiment quelque chose de très neuf. Puis l'humour de ça était vraiment particulier. Il prenait vraiment pas les enfants pour des tweets. C'était vraiment les personnages, c'était fantaisiste. Puis il y avait un humour là-dedans. Je me souviens qu'à chaque fois qu'il y avait des adultes dans la maison, soit ma mère, soit quelqu'un d'autre, tout le monde s'arrêtait devant la télé. C'est comme si ça rejoignait pas seulement les enfants, cet humour-là, puis ces personnages-là, puis tout ça. Puis ça, je me rappelle que j'aimais bien ça. Ça, j'étais un petit peu plus vieille. Je suis venue vous raconter une histoire que j'ai inventée. Ça s'appelle Tarzan au pôle Nord. Oh non, pas encore! La dernière fois, c'était dans le désert, puis maintenant, c'est au pôle Nord. Vous n'avez pas fini de raconter des histoires de fous? Il y a eu une période à Radio-Canada, c'était bien bizarre parce qu'ils nous laissent faire des émissions pour enfants. Mais je suis pas sûr si... En tout cas, il n'y avait pas de pédagogue là. Hein. L'école, on école la plus folle de toutes les
C'était si beau, et c'est si loin le temps fou, le temps libre, le temps nouveau. C'était avant les déficits, le chômage, la précarité, avant que la réalité ne nous rattrape. Nous savons maintenant que le monde est un endroit dangereux. Le passé et l'enfance sont des refuges, et nous sommes nostalgiques du temps de notre innocence. Le passé semble toujours plus beau que le présent. Alors, pour moi, toutes ces années-là, toutes ces émissions-là, c'était la force de l'imagination. Vraiment, la force de l'imagination qui était au pouvoir. Moi, j'ai le souvenir de très belles émissions pour enfants. Je crois qu'aujourd'hui, ils en font aussi des très bonnes. Il ne faut pas non plus toujours mythifier notre jeunesse, là. Il y aura toujours des enfants pour apprendre à rêver. Il y aura toujours des sourires éclatants et des yeux qui brillent pour dissiper les ombres de nos soucis d'adultes. Ainsi font les petites mains à droite. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. La vie s'arrête pas à 50 ans, qu'il faut continuer à se questionner, surtout, à se questionner, puis à renouveler, puis à s'arrêter sur où est-ce qu'on en est rendu, puis qu'est-ce que les gens ont vraiment envie et sont vraiment prêts à voir, à regarder puis à entendre. Non, je dirais fais-toi du fun. Continue à avoir du plaisir, puis effectivement, oublie pas l'ancrage que t'as, oublie pas le chemin que t'as fait, mais garde des antennes sur ce qui s'en vient. Je lui souhaiterais longue vie, puis je lui souhaiterais de ne pas perdre contact avec ses souvenirs, avec son enfance, puis avec son adolescence, de continuer à évoluer, mais de ne jamais oublier ce qui a fait d'elle ce qu'elle est. Ils veulent Tremblay prendre place dans sa superbe Golf. Réchauffe le moteur. Ça y est, il tient dans. J'ai pas peur. Ils veulent Tremblay, mesdames et messieurs. 12 épis. Nouveau record mondial. Cessez de rêver. La nouvelle Golf CR. Abordable, c'est pas croyable. Chez votre concessionnaire Volkswagen. Tu dors pas? Non, je rêve. Je vois la nouvelle baguette Tim Hortons. Encore ça? Oui, juste craquante comme il faut, bien dorée. La vraie baguette. Puis, qu'est-ce que tu vois dedans? Ça dépend. Jambon fort et noir avec du fromage suisse. Non, de la salade de poulet. Non. Ah? Les légumes du potager. Bon, là, ça y est, il m'a donné le goût. Une grande nouvelle chez Tim Hortons. Les sandwichs sur pain baguette. Ça, c'est du Tim comme je l'aime. D'après vous, la pleure des pommes, est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce qu'il y a une différence entre le maigre et le mi-maigre? Comment ça pousse, les mini-carottes? Connaissez-vous la différence entre un œuf oméga 3 et rustique? Pas du tout. Savez-vous comment faire une mayonnaise maison? Les croustilles santé, est-ce que ça existe? Connaissez-vous l'épicerie? L'épicerie, le nouveau magazine télé de l'alimentation dès le 25 octobre à Radio-Canada. Mais l'épicerie... Encadrement Sainte-Anne et Vérité Mensonge présentent la vente du demi-million. Tous les cadres en magasin sont à demi-prix. Premier arrivé, premier servi. 50% et plus, car il faut que ça sorte. La vente du demi-million, un événement unique pour un temps limité. Les lithographies, sérigraphies, reproductions encadrées, laminées et même les entoilages encadrés. Tous les cadres standards en magasin sont à liquider à demi-prix et même plus. Profitez de l'événement Cadre à Québec. Dans nos 7 succursales, c'est la vente du demi-million. Maintenant, une nouvelle succursale aux Promenades Beauport. Las Vegas. Là où le mot spectacle prend tout son sens. Grâce à Lafleur, assistez au spectacle de vos rêves à Las Vegas. Un gagnant par semaine jusqu'au 16 décembre. Inscrivez-vous sur Internet ou par téléphone et entrez un code CUP d'un savoureux produit Lafleur. Prenez place au concours avec Lafleur. Auto numéro 1, on rentre. On rentre, numéro 1. Ouais, il y a des visiteurs inattendus qui volent vers nous. Ils veulent un petit aperçu, c'est ça? C'est mieux de rentrer et de cacher l'auto tout de suite. Compris. Je suis à la 3e courbe, j'arrive.
toute nouvelle et très attendue. La toute nouvelle Accord de Honda. Ben, longue vie, Radio-Canada. Et nous t'aimons, Radio-Canada. Oui, certainement. Moi c'est ce que j'écrirais. D'être un peu pervert pepper, là, tu sais, t'as 50 ans, swing-les ton 50 un petit peu, tu sais, parce que le centre d'accueil est pas loin, tu sais. Ben, merci d'être là parce que c'est sûr que j'étais un enfant de la télévision, c'est sûr que j'ai été abondamment nourri, formé, pour le meilleur et pour le pire, mais pour beaucoup de beaux moments par cette télévision-là. Et je souhaite qu'elle continue d'avoir le courage de relever ces défis d'aventure, de rapprocher le public des artistes. C'était au début un miroir un peu flatteur. C'était une version améliorée de nous-mêmes qu'on voyait à la télé, maquillée, bien vêtue, le miroir de nos aspirations, le reflet de ce que nous étions appelés à être. Il faut parfois se faire dire qu'on est grand pour vouloir le devenir. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Les Beaux Dimanches vous présentent en première une œuvre canadienne du jeune auteur des Belles Sœurs, Michel Tremblay. Nous vous offrirons ensuite une émission dramatique de la télévision espagnole intitulée La Cabina. C'est évident qu'Henri Bergeron, c'est un symbole, quelqu'un qui écoutait justement les émissions plus artistiques, les Beaux Dimanches. Bon, c'était comme mon grand-papa. Henri Bergeron, c'est sûrement tout le monde pense à ça. Je sais pas, pour moi, c'est Henri Bergeron. Quand j'étais petit, je pensais que c'était à lui, Radio-Canada. D'ailleurs, je pensais que il y avait de l'éclairage au-dessus de lui, des spots. Puis mon image de Radio-Canada, c'était comme c'est à lui, là. Puis là, c'est lui qui met les cassettes. Là. Et je me souviens d'ailleurs d'une bataille homérique que Radio-Canada a faite pour essayer de faire qu'on ne dise plus patate au Québec, mais pommes de terre. Une bataille qui a mis en face deux frères, Henri Bergeron, qui était au Beau Dimanche, qui avait son beau parler, et son frère Léandre Bergeron, qui voulait le joual, et qui avait écrit le dictionnaire du parler québécois, et qui voulait absolument, et qui pensait que le Québec devait garder son parler populaire, direct, naturel, et Henri Bergeron qui pensait qu'on devrait parler un langage très universel et très français. Et la bataille de ces deux frères a symbolisé un peu les 50 dernières années du Québec, et Radio-Canada était là. Je crois que la Radio-Canada, dans sa télévision, est arrivée à sensibiliser les Québécois aux plusieurs niveaux de langue qu'ils pouvaient utiliser. Et lequel vaut mieux, Pierre? Que je vous partage ma joie ou que je partage votre douleur? Fais pitié, Francine. Tu fais pitié? Non. François, vite te taire. Que Simone, ferme-la, c'est assez. Hi, girls! Beau temps pour les hounds! Je me souviens des premières pièces de Marcel Dubé. Marcel les écrivait en assez bon français, ma foi. Les acteurs les mettaient à leur bouche d'une certaine façon, mais on était un peu entre les deux. C'était très prudent, parce qu'il y avait toujours cette espèce de côté pédagogique. Il fallait comme enseigner le bon français. Ça avait ce côté extraordinaire d'être l'enseignante, d'être comme une personne en dehors de la famille qui montrait aux autres ce qu'était le monde, parce qu'on avait besoin de ça autant que de se réunir. Alors, au fur et à mesure qu'on était habitué à la télévision, on a allumé les lumières pour on a parlé en présence de la télévision. Juste le fait d'ouvrir, ça a ouvert. Mais ça a ouvert en dedans aussi. Est-ce que ça a acheté par-dessus bord tout un vieux folklore? Les Beaux Dimanches, les téléthéâtres, pour moi, c'est... je pense que c'est là aussi que j'ai eu une première vision de ce que pouvait être le théâtre, les comédiens, la culture, une dimension nouvelle de s'exprimer.
Puis c'est fascinant de voir ça, de voir même que des fois, on dirait que le langage a changé dans notre langue. Le jeu a changé. Tu regardes les comédiens dans les espèces d'émissions qui faisaient une émission d'1 heure, c'était comme un film. Téléthéâtre. Je trouve que le jeu est tellement différent maintenant. C'est beaucoup plus naturel, alors qu'avant, c'était un peu plus théâtral. Fait que c'est comme un livre d'histoire, si tu veux. Le pays changeait. Les gens changeaient. La connaissance de nous-mêmes, la connaissance des autres et du monde nous permettait maintenant de faire des choix. Notre télévision a ainsi contribué à faire de son propre public un auditoire diversifié, de plus en plus exigeant, de plus en plus assuré de ses goûts et de ses dégoûts. Nous ne sommes pas tous pareils. Il fallait refléter cela aussi, nos différences, la richesse de nos différences. Une télévision publique se devait de donner le choix des miroirs, se faire le théâtre de notre diversité. Celui qui m'a le plus frappé, c'est la création du Simple Soldat de Marcel Dubé. Il y en a eu d'autres, comme tout le monde. Il y a eu l'homme qui est arrivé qui est descendu sur la Lune, le premier, qui a marché sur la Lune. Touche pas, Marguerite! Si tu serais pas si t'es une bonne fille comme Fleurette, mais c'est pas une bonne À 14 ans, comme ça, de voir qu'on a accès, non seulement accès à la grandeur, mais qu'on a le droit d'être grand à cause d'un texte, que les grands textes ne viennent pas nécessairement d'ailleurs, ce qu'on m'enseignait. On avait beau aimer ce qu'on faisait ici, ben c'était de la popote ce qu'on faisait ici. Les Français qui venaient ici disaient que ce qu'on faisait ici, c'était de la soupe au pois. Hein. Il y avait des professeurs de conservatoire qui refusaient d'enseigner des textes québécois parce qu'ils disaient « j'aime pas la soupe au pois ». Alors d'arriver devant un texte comme ça, tout à coup, qui nous donnait le droit d'être grand, c'était extraordinaire. Mes parents, ma mère écoutait beaucoup de cinéma. Les canaux anglais, elle écoutait du cinéma. Puis une fois de temps en temps, un téléthéâtre à Radio-Canada. Mais pour moi, à chaque fois que je regardais ça, du coin de l'œil, tout le monde était comme habillé en Louis XVI, puis je comprenais rien. Puis à un moment donné, c'est là que j'ai vu En pièces détachées, avec Claude Guy, avec des lunettes fumées, puis il disait quand je mets mes lunettes, j'étais invisible, la pièce de Tremblay. Mais je les ai joués un maudit tour. J'ai mis mes lunettes de soleil pour être invisible, puis j'ai appris l'anglais. Puis pour moi, ça avait pas c'était comme les genres de jeux qu'on faisait dans la cave chez nous, ou les genres de spectacles. Puis je me souviens d'avoir dit « Oh mon Dieu, ça peut être fucké, la télévision. » Puis je me souviens, ça m'a marqué, parce que j'ai dit « Ah, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, mais on a le droit de montrer ça à la télévision. » Puis je me souviens, ça m'avait frappé. J'aimais déjà beaucoup le théâtre, les téléromans, j'écoutais tout ça. Et j'avais vu, nombre de pièces de téléthéâtre qui étaient présentées de façon plus récurrente que maintenant. Mais c'était des œuvres classiques, des œuvres de répertoire. Et là, tout à coup, Luce Guilbeault, Hélène Loisel... En plus de vouloir m'empoisonner, tu vas me faire passer pour un fou tout de pique! Le salon, Je me rappelle même, il y avait un travail de chroma key qui était fait à l'arrière où on voyait les personnages, mais on voyait des chandelles en arrière. Va appeler la police, fais quelque chose, il va tout nous assommer. Comme dans ta gueule, toi, t'es tous fous que lui. Tout à coup, ma vie de tous les jours pouvait devenir de l'art. C'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement... L'art n'était pas nécessairement synonyme de beauté ou d'un bel objet. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué particulièrement. Une qui a influencé... La première, je pense, ça a influencé, dans une certaine mesure, le fait que je fasse du cinéma aujourd'hui, c'est les téléthéâtres de Radio-Canada, puis particulièrement Des souris et des hommes. Dis-lui comment ça va être. Regarde l'autre bord de la rivière. Moi, ça, c'est un truc qui reste très, très fort dans ma mémoire, puis qui revient encore. Puis parce que je pense que c'est la première fois que j'ai compris le mot dramatique. Une dramatique, qu'est-ce que ça voulait dire? Puis je me rappelle, c'était bien, bien troublant. Moi, c'est le premier meurtre que j'ai vu à la télévision où j'étais incapable de savoir si c'était bien ou mal qu'on ait tué le personnage de
Laney, qui était donc le retardé mental, qui était tué par son cousin, par Hubert Loisel, parce qu'il souhaitait il souhaitait lui éviter la fureur des hommes, la fureur de la vengeance des hommes. Je me rappelle, on avait été beaucoup touchés dans la famille chez nous par le personnage que M. Godin faisait. Puis moi et ma sœur, on avait parlé, je pense, pendant une semaine, comme M. Godin. J'ai on va-t-il en avoir des petits lapins? Puis c'est bien drôle parce que quand je reparle de ça, il y a d'autres gens qui me disent « Ah, c'est drôle, chez nous, on avait fait la même affaire. » Un des éléments qui ont fait que j'ai décidé de faire le métier aujourd'hui, ça a été Lorenzaccio de Musset. Je trouvais tellement ça beau, là, une espèce de télé-théâtre où tu sens le théâtre, mais que ça demeure quelque chose qui était adapté pour la télévision. Le jeu des comédies. Ô nature magnifique! Ô éternel repos! Le vent va glacer sur votre visage la sueur qui en découle. Partons, Seigneur! Ô Dieu de bonté! Quel moment! Je pense que ça a beaucoup aidé, ça. Parce que, est-ce que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, je me retrouve à faire énormément de classiques? Je pensais pas être prédestiné ou avoir une carrière où je ferais énormément de classiques. Or, les pièces que j'ai jouées à date au théâtre, c'est majoritairement du répertoire classique. Est-ce que c'est à cause de ça? Peut-être. Mais en tout cas, ça a certainement contribué. J'ai pas une grande nostalgie des téléthéâtres parce que je les ai pas connus, mais je peux écouter les André Lachapelle, les Jeanne Citeau qui en témoignent et qui disent, ou les gens de la famille, les oncles, les tantes, qui témoignent de la belle époque des téléthéâtres. Et il y a un tel terroir créateur et librement créateur dans le théâtre parce que le théâtre n'est pas pris avec les mêmes contraintes de rentabilité, d'efficacité dans sa relation avec l'argent ou avec la vente de billets ou avec les publics cibles, qui fait que il y a des choses qui existent au théâtre qui vont rejoindre 5, 10, 15 000 personnes. Dans le meilleur des cas, 80, 100 000 personnes. Mais 80, 100 000 personnes à la télévision, c'est rien, c'est un échec. Alors qu'au théâtre, c'est un immense succès. Alors c'est sûr que, par moment, je trouve que la télévision devrait prendre ce relais-là pour permettre au plus grand nombre d'accéder au travail très minutieux, artisanal, mais aussi très approfondi qu'une bande d'artistes de théâtre a pris le temps de mettre au point. Il fallait accompagner une réalité toujours en mouvement. Il fallait refléter les mouvements d'un peuple, ses questionnements, ses débats et ses combats, ses joies et ses peines, ses doutes et ses convictions. Il fallait écrire au jour le jour à la télé le roman du réel. Et le réel, à son tour, s'est emparé du téléroman, en un grand dialogue où nous avons tous eu notre mot à dire. C'est bizarre, c'est que spontanément, on pense que c'est en sortant dans la rue qu'on va voir un peu comment vit un peuple. Mais au début, moi, je suis resté plutôt à la maison, enfermé, et avec cette télévision, au moins québécoise, qui racontait le Québec. Et c'est là que j'ai tout appris. Je voyais les classes sociales étaient... Je pensais par exemple que le Québec, il n'y avait pas de classe sociale, comme on le disait à l'époque aussi. On disait que nous, on est juste une énorme classe moyenne, on vit comme on veut, on est tous sympathiques, généreux, c'est les bonnes valeurs, c'est la chrétienté. Et c'est en regardant les téléromans que j'ai vu, c'est pas vrai du tout. Il y a des gens qui se moquent des gens, ils se moquent même de leur accent. Ah oui, des continuités. Famille Plouf, 14 rue de Galais, puis le Sylvanin. Moi, je me rappelle par exemple des Ploufs, où je pense me rappeler que c'était le mercredi soir. Et le mercredi soir, je pense que c'était un rendez-vous de toute la province. C'est certain, ça. Il paraît que dans les bureaux de docteurs ou de dentistes, il n'y avait pas un chat le mercredi. Ah non, ça, c'est sûr que ça a changé la vie des Québécois. C'était la famille québécoise. C'était fort bien écrit. Des personnages auxquels chacun pouvait s'identifier. C'était un rendez-vous absolu. On ne manquait jamais les Ploufs. Et c'était... là aussi, on se retrouvait comme collectivité là-dedans.
Un homme et son péché aussi, ça a été... ça aussi, c'est des souvenirs. Moi, j'ai eu le privilège de connaître Jean-Pierre Masson personnellement, et je me souviens que ça a pris des mois avant que je puisse apprivoiser le personnage. C'est-à-dire que j'avais peur du personnage qu'il était, et à l'époque, on avait de la difficulté aussi à faire la différence entre qu'est-ce qui était le vrai et qu'est-ce qui était le faux, qu'est-ce qui était l'illusion de la télévision. Mon âme. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mon âme. Alors, il y avait Séraphin qui, tout à coup, rentrait chez nous et qui se faisait un malin plaisir à faire peur aux petits-enfants, évidemment. Plus tard, 6-7 ans, j'écoutais Maman Chérie. Ouais. Puis, c'était avec Jeanne Souto, je pense. Puis il y avait Rémi Girard, puis Martin de Rainville. C'est vrai. C'était drôle. Qu'il est grand le pouvoir de la télé, qu'il est imprévisible. Malgré les spécialistes, personne ne peut tout prévoir. L'imaginaire d'un peuple prend en affection le méchant de service. Un trou de mémoire peut changer le destin d'un enfant. Ma mère était folle de l'émission 7e Nord, avec Monique Miller, avec le téléphone au premier plan qui sonnait, dring, dring. Puis là, t'avais Monique Miller en infirmière qui approchait, puis qui répondait, puis qui disait 7e Nord. Et un jour, alors on écoutait, c'était un cérémonial, on écoutait toujours, je sais pas quel jour ça jouait, mais on écoutait toujours 7e Nord. Et un soir, je me souviens, j'étais installé entre mes parents sur le divan du salon, et on écoutait l'émission. Et il y avait une scène où Monique Miller était assise à une table de cuisine, et quelqu'un venait de quitter la cuisine. Et là, son regard était perdu dans le vague, puis elle réfléchissait. Elle allait dire quelque chose, il y a eu un grand temps. Et là, tout à coup, on a entendu une voix d'homme dire, je sais pas c'était quoi le texte, mais lui parler, à quoi ça servirait. Une voix qui venait de nulle part. Puis là, tout à coup, Monique Miller a fait lui parler, à quoi ça servirait. Puis là, elle s'est mise elle a continué son texte. Là, j'étais saisi, là, j'ai regardé mes parents, j'ai fait, on vient d'entendre son âme. Il y a toujours une fascination à nous regarder nous-mêmes. Nous n'aimons pas toujours ce que nous voyons. Dans le miroir de la télé, les qualités sont grossies, les défauts aussi. La télévision de Radio-Canada nous a permis de sortir de nous-mêmes, de nous voir à distance, de nous regarder vivre, de prendre du recul pour prendre des décisions. Elle nous a permis de nous juger, de nous critiquer. Il est vrai que parfois on a accusé le miroir, mais le miroir aussi appartient à son époque. Ça prend du cœur, calice! Tu es capable de nous montrer si ta bataille t'en as du cœur? Je me suis rendu compte très, très naïvement, comme ça, que tout à coup, il arrivait quelque chose de spécial avec Lancez compte, la première année. Que c'était plus un découpage, un rythme qu'on n'avait pas vu jusque-là dans notre télévision à nous autres. Et puis, ensuite, est venu Les filles de Caleb. Et puis, avant ça, était venu Le temps d'une paix, qui avait été comme une espèce de balise en studio. Puis ensuite, Lancez compte, puis ensuite, Les filles de Caleb, puis ensuite, Omerta, puis ensuite... Et il y a comme toutes sortes de qualités, comme par exemple Omerta, et je ne crois pas qu'on ait atteint le sommet de thriller qu'on a atteint dans Omerta dès la première année. Et donc, il y a toutes sortes de qualités qui se sont additionnées les unes aux autres, et qui font que la télévision, je crois, s'améliore. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'elle s'améliore ou est-ce qu'elle change? Alors, on pourrait se poser cette question-là aussi, parce que nos yeux sont éduqués différemment. OK, let's go, bouge plus! Jette ton arme! Attends! De voir un latino-américain comme moi, de voir quelqu'un d'une autre ethnie prendre le rôle titre d'une série comme ça fait pas longtemps que c'est commencé, ça. De laisser cette place-là et de prendre le risque aussi de y aller avec un anti-héros comme ça. The Tag, le personnage, c'était un meurtrier, là. Man. Laisse-moi ici. Oh, il bouge! 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 Go!
Je ne sais pas si on aurait vu ça il y a 10 ans. Je déplore que la télé est à la remorque, d'une certaine façon, de l'évolution de la société, au lieu de quelquefois de la précéder. Tu sais, fait que là, mettons, dans tous les téléromans, il y a un fif de service que je joue souvent, mais il y a souvent une réalité qui apparaît, mais après que la société ait fait ce pas-là, alors que souvent la télévision pourrait permettre de faire plus rapidement des pas. Je ne pense pas que son mandat soit de faire bouger les choses. C'est évidemment que si elle nous dit les choses, on va être forcé de bouger. Ça vient après. Mais je pense que son mandat, c'est de nous montrer et de nous dire. Qu'est-ce que ça pourrait être, tu penses, la télé du futur? Ben, moi, je dis d'après moi, il va encore avoir des téléromans. Mais il va peut-être avoir, comme, je sais pas, moi, à la place des marionnettes, ça va peut-être être des robots ou je sais pas. De la radio à l'ère numérique. Un changement de civilisation. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Mais il sera peut-être demain. Qui sait? À la télé comme dans la vie, la seule vérité, c'est le changement. Et chaque génération apporte ses propres changements en croyant que le monde lui appartient. Si on fait de la télé comme on n'en fait pas encore comme on aurait le goût d'en faire, mais tu sais, je regarde La Vie, Bourguignon et tout ça. Si on arrive à faire une télé qui est éclatée comme ça ou qui propose des nouvelles formes, c'est parce que notre imaginaire a été cultivé par cette génération d'acteurs-là puis d'émissions jeunesse-là. Allô? Marie, passe-moi Simon, s'il te plaît. Je trouve que Radio-Canada, avec une émission comme La Vie, ouvre la porte à une génération qui a été nourrie et bercée par quelque chose qu'ils ont semé eux autres mêmes. OK. Quand j'aime une émission ou quand une émission réussit à se faire aimer par moi, c'est qu'elle, quelque part, elle rejoint l'idée de départ que j'ai eue de la télévision et de ce que la télévision devait être. Et ça, c'est beaucoup Radio-Canada dans mon enfance et mon adolescence qui m'ont donné cette formation-là. Quel est le rôle d'une télévision publique? Suivre ou précéder les mouvements d'un peuple? Qui peut répondre de l'avenir? Satisfaire le plus grand nombre et n'oublier personne. Brosser un portrait d'ensemble sans oublier les détails. Divertir et élever. Dure tâche. Le miroir a créé ses propres critères et enfanté ses propres critiques. Et qu'elle peut faire rêver les gens, c'est absolument incroyable. Tu peux être complètement déprimé, t'as pas d'amis qui veulent te voir ce soir-là, ou tu te sens pas bien, ou t'as envie justement de rire, ben tu pèses sur un piton, puis c'est là. Ça, c'est assez incroyable. Mais aussi, ça comble une énorme solitude, la télévision. Il y a des gens qui vivent seuls et qui, tout à coup, ne vivent plus seuls. Ça, c'est extraordinaire. Quelque chose de négatif à propos de la télévision. J'ai l'impression que ça n'augmente pas le sens du temps qui est très court dans une vie humaine. On a peu de minutes. La télévision tendrait à te faire oublier cet aspect-là. Autrement dit, peut-être que l'ennui, c'est très bon pour la santé. C'est très bon, de temps en temps, de s'ennuyer un peu. C'est là que naissent des idées vastes. Quand je dis vastes, pas nécessairement lumineuses, mais lumineuses pour toi, des manières d'être avec le monde, avec toi-même, et qui te rendent, qui te gardent en santé. Hein? Je dirais que 50 ans, c'est l'âge des accomplissements. Que tout ce qu'elle a préparé jusqu'ici, elle devrait nous le donner entre 50 et 60 ans. Mais c'est comme si j'écrivais une carte de fête à Albert Miner, ou à André Lachapelle, ou à Gérard Poirier, ou à Monique Miller, ou à Monique Mercure. Et j'en oublie. Ça serait... merci, puis lâche pas. Fais la même chose avec les autres que t'as fait avec moi. C'est-à-dire m'avoir donné l'opportunité de partager un trip comme ça.
et de le faire continuer à le partager avec autant de monde que possible. Et de pouvoir arriver à respecter l'intellect de tout le monde. Mais en gros, je dirais, bonne fête, ma grande. Une seule automobile est équipée du légendaire système de son Mark Levinson. Vivez la passion de la danse. Tous les styles de danse réunis sur un même CD. Triple swing, foxtrot, rumba, salsa, tango, American swing et plusieurs autres. Retrouvez 16 pièces originales de la populaire télésérie diffusée à Radio-Canada, École de danse. En vente maintenant. Et on écoute maintenant un message d'amour de Sylvain. Joanne, je voulais dire que ça a été long, mais j'ai trouvé les mots. Je les ai devant moi. Ils sont tellement beaux. Carton, pizza, néon, acné. Je les ai toutes, mais nous, j'ai 30 mots. Mots cachés 5e anniversaire. 30 mots à découvrir pour un gros lot de 75 000 $. Si vous pensez avoir un problème de jeu, l'Auto-Québec met à votre disposition une ligne d'entraide. Mardi soir, à Radio-Canada, du sable ou de la glaise? Il est même fermé puis qu'il marque sur du sable, ça doit être du sable. Une erreur qui coûte cher. Oh, Jacques, promets-moi que tu te mêleras pas de cette histoire-là. Dans le régime public, si vous devez subir une opération, vous attendrez des mois. Dans le régime privé, 2 semaines tout au plus. Mardi soir, après Virginie, 19h30 la facture, 20h les super mamies, 21h en jeu. Diane Dufresne, avec son tout nouveau spectacle En liberté conditionnelle. Au Théâtre du Capitole, le dimanche 3 novembre à 20h30. Billets en vente à la billetterie du Capitole au 88 694 44 44 ou le 1-800-261-9903. Puis, les affaires? Ça va. Non, mais la concurrence, ça te dérange pas trop? La concurrence? Tu veux rire? Et de toute façon, McDonald's, c'est pour les enfants. Les nouveaux filets de poulet de McDonald's. Une délicieuse viande blanche assaisonnée servie avec un choix de sauce piquante ou aux prunes. C'est normal de se laisser tenter. Oh non, Germaine, pas toi. Je lui dirais 50 ans, comme moi. C'est l'occasion de faire le bilan. C'est l'occasion aussi de savoir ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ne veut plus. Et c'est de s'interroger sur notre véritable motivation vis-à-vis ce qu'on veut apporter dans la vie et surtout ce qu'on veut léguer. Donc, je lui souhaiterais de bien vieillir, mais de rester bien branché sur ses racines. Comme tu dirais à une amie, il faut toujours mieux regretter quelque chose qu'on a fait que quelque chose qu'on n'a pas fait. Fait que fais-en des affaires. Nous aimons rire. Nous avons beaucoup ri des courbatures d'une société qui se redresse. Nous avons beaucoup ri de nos défauts pour nous en corriger. Nous y avons gagné une certaine légèreté quand les temps étaient lourds. Il y avait beaucoup à rire. Il y en a toujours beaucoup. Notre monde a tellement changé. Nous courons derrière pour le rattraper et c'est parfois un peu comique. L'humour nous dit de courir plus vite. L'humour nous montre les obstacles pour nous éviter de trébucher.
Il y a eu la création des bye-bye. C'était d'abord le Petit Café. Le Petit Café, d'ailleurs, qui, entre parenthèses, était une des bonnes émissions de qualité, très créatrice de Radio-Canada. Le Petit Café est devenu bye-bye, ce qui est une grosse tradition radio-canadienne. On a le droit d'être petites, nous autres, comme tout le monde. Vous avez le droit de rester là, puis la soirée, si vous voulez, rester assis. Tout le temps que vous voudrez, c'est à vous autres, de Radio-Canada. Vous avez payé pour, vous avez payé vos taxes, vous avez qu'à rester là, vous aussi, ma bien chanter, c'est normal, c'est ça. Je suis arrivé au Québec, puis j'écoutais, je comprenais pas, puis jusqu'à ce que j'écoute Yvon Deschamps faire des blagues. Ça doit pas être si compliqué que faire un lavage, c'est n'importe quel nono qui va le faire ça, si ma femme le fait. C'est surtout la façon qu'il avait d'être osé. Et je me suis dit, on peut dire des choses comme ça? D'où je viens, on peut faire des blagues comme Yvon Deschamps faisait, et ça ne dérangeait pas. Mais j'ai vu que c'était jamais gratuit ce qu'il faisait. Il y avait de la recherche, puis ça m'a dit, je me suis dit, je vais essayer pour voir. Puis en plus, je dirais que son développement moteur a été... C'est sûr que si Yvon Deschamps j'avais pas vu l'humour d'Yvon Deschamps, je n'aurais pas osé. Je n'aurais peut-être pas osé. Tu sais, le fou du roi riait des travers du roi. Pas pour rien. Pour y faire passer des messages, tu sais. Oui, La Petite Vie, ça, c'est... Ben, j'écoute encore La Petite Vie, même si ça passe plus, ça joue plus. Ben, moi, des fois, je vais chez mon grand-père, puis enregistrer presque toutes les Petites Vies. Avec ma cousine, mon frère, on s'installe, puis on connaît des répliques par cœur. On regarde tout le temps les cassettes de La Petite Vie. Hey, arrangez-vous pas pour perdre votre français, là! Oh, pourquoi il n'y a pas de danger? La langue, c'est les entrailles d'un peuple. C'est qui ton personnage préféré dans La Petite Vie, là, de tous? Moi, je pense que c'est Croton. Son nom, je sais pas, j'ai toujours appelé Croton. Puis quand elle disait... et puis, j'ai des nouveaux yeux. Ça commence par vert, puis ça finit par de contact. Ouais, elle me faisait rire. Nous sommes devenus modernes. C'était une explosion dont les femmes ont allumé la mèche. Soudain, la moitié du monde sortait des maisons, des cuisines, et prenait sa juste place dans le réel, comme dans le miroir du réel. Grande dame et mini-jupe. Cela ne s'est pas fait tout seul. Mais de grandes figures ont permis l'espoir et fabriqué le rêve. Le mot société est féminin. L'autre qui a été une émission marquante avec les deux personnages et qui a duré très très longtemps, qui était... Qu'est-ce que ça amenait de nouveau, moi et l'autre, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant? Des situations quotidiennes un peu plus urbaines et d'un autre niveau que la famille Plouffe, là. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais là? Dominique, tout le monde sait, quand on échappe une salière, il faut en envoyer un petit peu par-dessus sur l'épaule droite pour chasser les mauvais sorts. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que c'est moi qui va balayer aussi, hein? C'était deux personnes, deux jeunes femmes libérées en ville, dans un appartement, avec toutes sortes de situations. C'est de côté qu'une vie comme ça se pouvait, tu comprends-tu? C'était pas de mari, pas d'enfant, ou je sais pas, au 15e étage d'un building. C'était très urbain, c'était comme... C'est sûr, je riais énormément, mais c'était comme, je te dirais, plus le côté, la modernité de ça qui me touchait. Alors que Louis Despignon, qui jouait juste avant, hein, genre 8h30, 9h, je sais pas trop, là. Là, j'avais l'impression de me reconnaître, tu comprends-tu? C'est-à-dire d'être vraiment dans le dépanneur de M. Marsouin, ou je ne sais trop, ou Flagos, ou... Ben, moi, une femme dans des postes importants comme ça me donne pas tellement confiance. Vous savez comment c'est, une femme. Là, j'avais l'impression que c'était comme... Mon monde, je me rappelle, il y avait eu un kidnapping. Il y avait eu un enfant qui s'était fait kidnapper, une petite fille. J'ai pas écouté moi et l'autre, j'étais inconsolable. Tu sais, je devais avoir 11 ans, 3/4, là, mais quand même. Écoute, j'avais tellement cru à cette histoire-là que j'avais pas écouté moi et l'autre après parce que j'avais continué à pleurer. Il y a eu, mine de rien, des visages qui ont aussi marqué le Québec, tu sais. Il était crédible ici, puis après ça, ils nous informaient, puis j'ai l'impression qu'ils ont
Ils ont eu un impact sur la société québécoise. Bon, là, il y a René Lévesque qui me vient. Aline Desjardins, les Paillettes. Il y a eu des individualités fortes qui ont été des acteurs du Québec moderne. Lise Paillette. J'écoutais ça enfant des fois. C'était en quelle année, ça, Lise Paillette? Appelez-moi Lise. Ah! Des horreurs qu'elle disait du monde. À un moment donné, elle avait dit à Hélène Bédard, alors Hélène, bientôt 40 ou bientôt 50, je sais pas trop, en ouverture, puis Hélène Bédard elle avait dit, et vous, Lise, bientôt 300? Ça, c'était des... Mais gardez pas ça, mais c'était des moments extraordinaires. Et mon maudit voyage, la femme, on va vous dire quelque chose. Parce que toutes les femmes qui sont pour la libération de la femme, c'est tout simplement des femmes qui comprennent rien. C'est des épaisses, ridicules, de niaiseuses, qui sont pas capables d'accepter leur statut de femme, c'est-à-dire de subalterne. Moi, quand vous faites ça, je vous haïs. Bon. Je sais pas si elle peut servir de tremplin, elle peut certainement servir de médium. Je pense pas que Lise Paillette, pour prendre l'exemple de Lise Paillette, a décidé de travailler sur la cause des femmes à cause de la télévision. Je pense que c'est elle qui est de même, puis qu'elle s'est servie du médium pour atteindre le plus de monde possible. Ça, c'est compréhensible et c'est louable en même temps. Parce que, on le sait, on écoute beaucoup la télévision. Au Québec, en tout cas, je pense qu'on écoute beaucoup la télévision. Alors, oui, si on peut se servir de la télévision pour vouloir justement passer ces messages-là, moi, je me dis tant mieux. Qu'ils soient à l'opposé de mes opinions ou complètement dans la même voie, oui. Vivement l'échange, la discussion. J'aime la télé quand, au moment où je ferme l'appareil, je ne suis plus le même que la personne que j'étais avant de l'allumer. Quand je vois de nos jours une émission où je ne sens pas le désir absolu de fracasser des codes d'écoute, où je sens qu'à la fois on réussit à m'accrocher en tant qu'être humain normal qui arrive à la maison le soir après une journée de travail, puis qui a le goût de s'asseoir devant sa télé et au départ peut-être d'être diverti, puis d'oublier ses problèmes comme tout le monde, et qu'on réussit à me faire ça et en même temps à m'apprendre quelque chose. Là, je fais le lien. Je me dis, oui, il y a des gens qui ont continué à penser à la télévision dans ces termes-là. Et là, je suis heureux de voir que ça continue. Pour apprendre à rêver, il faut savoir que le rêve existe. La télé de Radio-Canada nous a montré le rêve de l'art. Soudain, des gens qui n'avaient jamais eu l'occasion de voir un tableau avaient le tableau chez eux et pénétraient dans l'œuvre qui leur rentrait dans le cœur. Si je regarde, par exemple, au niveau culturel, l'impact que Radio-Canada a pu avoir, c'est de donner cette accessibilité, cette diffusion vraiment importante de la musique, du théâtre. Il faut quand même se dire que cette présence culturelle est importante. On ne devrait pas abaisser le niveau intellectuel de tout ce qui nous est apporté par le biais de la télévision. Je parle autant au niveau de l'art, au niveau de l'information. Son côté accessible est certes très important, mais souvent accessible rime avec rabaisser un peu, le drainage qu'on dit, drainer vers le bas. Et ça, je pense que c'est le grand danger. Il y avait beaucoup de concerts à la télévision qui m'ont marqué, des retransmissions d'opéra, de théâtre aussi. Mais évidemment, bon, étant musicien, les concerts m'intéressaient particulièrement. Et il y avait aussi, parallèlement à ça, Louis Lortie qui faisait beaucoup parler de lui, puis que j'admirais beaucoup parce que j'étais moi-même pianiste. Alors, c'était quelqu'un que je respectais beaucoup.
j'avais 10 ou 11 ans, c'était à peu près la période où j'avais décidé que je deviendrais chef d'orchestre, que j'allais travailler pour. Et j'étais très intéressé par tout ce que l'Orchestre symphonique de Montréal et Charles Dutoit faisaient. Et j'avais envie toujours d'en voir plus, de connaître plus ce que c'était que ce métier-là. Je me rappelle, ça m'avait fasciné. Puis je m'étais dit, mon Dieu, le jour où je vais pouvoir faire quelque chose de ce genre-là, je vais pouvoir... C'était un rêve pour moi. L'être humain est non seulement capable de voir la vérité, de se faire dire la vérité, mais en plus, certainement, a ce besoin qu'on l'amène plus haut, plus loin. Alors, c'est peut-être, je pense, le danger avec la télévision, d'oublier ce mandat, de vraiment être aussi un élément bâtisseur dans la société. La télévision, comme ce que peut faire Radio-Canada, c'est ça qui est merveilleux, c'est que ça peut, peu importe les considérations où on soit, qu'on soit malade, pas malade, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on puisse avoir tous le même accès à cette beauté, à ce goût de rêver, puis ce goût de continuer de vivre, ce goût de pas être découragé, parce que l'art peut venir nous chercher même chez soi. De l'information, de la culture et du divertissement, oui, dans l'ordre et le désordre, mais de tout. Et entre deux éclats de rire, des risques et des audaces et des folies et des œuvres bouleversantes qui parfois semblent lourdes et des gens pour en parler qui ne sont pas des vedettes. Car pour s'intéresser à la culture, il faut savoir que la culture existe. Il faut y être exposé. Il faut tomber par hasard sur une œuvre, une pièce, une musique et en attraper le virus. Une télévision publique, une télévision généraliste est le lieu de ces hasards. Si on avait laissé la culture à ceux qui l'aimaient déjà à l'écart du grand public, nous n'aurions peut-être jamais eu les Michel Tremblay, Isabelle Richer, Benoît Brière, Yannick Nézet-Séguin et tant d'autres dont les passions naissent maintenant ou naîtront demain. Nous sommes tellement plus riches de les avoir avec nous. Et cette richesse ne se calcule pas en code d'écoute. Merci, merci de nous accompagner dans notre vie. Et merci de rêver avec nous. Merci. Merci de nous donner le goût de rêver. Merci de nous permettre de rêver. Puis merci de nous montrer des gens qui nous inspirent à réaliser nos rêves. Tout simplement. Tu peux être fier de tes 50 ans. Ouais, tu peux être fier de toi. Et puis, t'as quelque chose à montrer, t'as un vécu très intéressant. Surtout, fais-lui confiance pour l'avenir. Mais ne l'oublie pas. Ne l'oublie surtout pas. On sait qui tu es, Ziploc. Mets tes tentacules sur ta tête et suis-nous. Salut, Charlie. Mon vaisseau m'appart, amiral. Je vous salue. Facile de voir qui roule en Windstar Sport 2003 de Technosystème audiovisuel. Une valeur de 1 495 $ sans frais supplémentaires. Houston, on a un problème. Vous serez la star de vos enfants. La Disque vous invite à voter pour les interprètes de l'année.
À gagner, un voyage d'1 semaine à Paris pour assister au spectacle d'un artiste québécois ou l'un des 12 coffrets de disques. Les bulletins de vote sont disponibles dans votre quotidien du jeudi et du samedi, ainsi que dans les rôtisseries Saint-Hubert participantes, réseau officiel de vote. Qui seront les interprètes de l'année? À vous de choisir. Elle est dangereuse. Elle essaie de faire un parallèle depuis 40 minutes. Je suis pourrie, je suis débutante. Elle est moins bonne qu'hier. Elle a écrasé un chien. Elle vérifie même pas ses angles morts. J'ai décidé dorénavant de porter un casque en auto. Le Plateau, mercredi 20h à Radio-Canada. L'énergie sexuelle est tellement intense, ça saute aux yeux. Appelle ça comme tu veux, moi je regarde ça. Puis tout ce que je vois, là, c'est sexe, sexe, sexe. T'es obsédé. Sexe. Rumeur, mercredi 20h30. Il paraît qu'il est obsédé. Sexe. Vous, Jeannette, acceptez-vous Jean comme votre légitime époux? Non. Non? Non? Non. Non! Mais puis-je savoir pourquoi? Eh bien, je fais que me pratiquer. Tout le monde se pratique à dire non à l'occasion de l'événement Dites donc non de Léon. Avec un achat minimum de 750 $, dites non au prix élevé, non à la compte, non à l'intérêt, non au paiement pour un an. Mais quoi que vous fassiez, ne manquez pas ça. Et je vous prononce mari et femme. Allons magasiner! Une partie de vos impôts n'est pas investie à la bonne place. La société québécoise est unanime. On vous prive de 50 millions de dollars par semaine. Ça ne peut plus continuer. Le problème est criant. La solution est évidente. Toute la lumière sur le déséquilibre fiscal. Samedi, dans votre journal. Auto numéro 1, on rentre. On rentre, numéro 1. Ouais, il y a des visiteurs inattendus qui volent vers nous. Ils veulent un petit aperçu, c'est ça? C'est mieux de rentrer et de cacher l'auto tout de suite. Compris. Je suis à la 3e courbe, j'arrive. Toute nouvelle et très attendue. La toute nouvelle Accord de Honda. Je dirais que c'est un dur et très agréable moment passé d'avoir 50 ans. Et qu'on a le droit, quand on a 50 ans, d'aimer se souvenir. Et surtout, de ne pas s'oublier. Je pense que c'est important. Je dirais de continuer comme ça parce que c'est... Radio-Canada, on n'a pas idée à quel point, au Québec, c'est quelque chose d'important pour une raison bien niaiseuse. C'est que c'est la seule télévision qui se souvient. Chris, c'est important, 50 ans. Ma vie n'aurait pas du tout été la même. Mais tout le monde, il n'y a personne qui aurait vécu la même vie. Ça aurait été un changement, mais vraiment radical. Puis on s'en aperçoit pas. On ne se rend pas compte de ça. Pour le meilleur et pour le pire. Ben effuéré. Ah non, je suis très évaché, moi. Je suis du genre à être très évaché. Ça dépend de la raison pour laquelle je regarde la télé. Il y a des fois où je regarde la télé juste pour décrocher, alors j'ai le quotient intellectuel d'une carotte, puis je deviens végétatif, alors je suis écrasé, puis je suis juste un réceptacle. C'est comme, je regarde les images sans discrimination aucune, sans effort. Faut vraiment être effoiré pour écouter la télé. Effoiré parce que je veux mettre le cerveau à off. Toujours en état d'excitation. Je portais vers l'avant. Ben là, je me suis acheté un pouf. Alors, j'ai plutôt la jambe allongée. Moi, je regarde la TV de deux façons. D'une façon intelligente, quand j'ai le goût d'être informé, je cherche des choses. Et d'une façon stupide et cocoune, comme à peu près tout le monde, je pense, quand je suis tanné, quand ça me tente pas de... J'ai envie de m'évader. Ma mère me disait toujours qu'elle m'avait vu grandir assis devant la télévision. Quand la télévision était arrivée, j'étais sur une chaise, puis quand j'ai commencé à grandir, j'ai mis une deuxième chaise sous mes pieds, puis à la fin, j'en avais 3. Alors j'ai stretché devant la télévision. 50 ans, c'est très court. 2 générations à peine, mais tellement de changements auxquels il a fallu s'adapter. Nos repères ont disparu, remplacés par d'autres qui disparaissent aussitôt.
La télévision a changé, elle aussi. Le temps s'est accéléré. Le monde est devenu plus compliqué et nous ne savons pas de quoi le futur sera fait. Il nous arrive alors de craindre pour demain et nous avons la nostalgie d'un passé qui nous semble plus simple. Mais nous ne pouvons pas retourner en arrière. Nous n'avons plus la naïveté de notre passé, de notre enfance. Nous savons aujourd'hui le prix de notre innocence. Nous savons le prix de toute chose. Et nous savons que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Nous avons des problèmes d'adultes, la télévision aussi. L'impression que j'ai, mais est-ce que c'est une impression? C'est-tu Pépère là, qui grogne en fumant sa pipe sur le fait que c'était bien mieux dans le temps? J'ai l'impression qu'il y a un raffinement technique qui est apporté, bien entendu, et ça me paraît avoir été au détriment de l'imagination et de la sensibilité. Tu sais, aujourd'hui, en l'an 2000, on a peut-être un peu de misère à se regarder dans les yeux et à se dire les vraies affaires de façon honnête. Puis ça paraît dans ce qu'on fait à la télévision. Ce qui me fatigue un peu de la télé, c'est la course à la cote d'écoute. C'est ça qui me fatigue beaucoup. Et Radio-Canada, s'il pouvait mettre ça de côté un peu plus, disons, je pense que ce serait un gros point. Parce que la cote d'écoute, la quantité, c'est sûr, ça peut être important, mais la qualité aussi, à un moment donné. C'est pas un gage de qualité que ce soit écouté par 8 millions de personnes à une émission, là, à un moment donné. C'est pas nécessairement la plus grande garantie de qualité, parce que c'est pas vrai que plus de gens mangent, plus l'art est frais, c'est pas vrai. Moi, j'ai appris beaucoup de choses via la télé. J'ai l'impression, maintenant, on cherche plus à divertir que c'est plus vraiment un instrument de, comment je pourrais dire, de savoir collectif qui pourrait propager une espèce de savoir, tout ça. C'est bien plus un outil de divertissement que d'autres choses. Des relations entre les producteurs et les diffuseurs ont créé une espèce de tampon entre les artistes et le public. Et souvent, moi, comme metteur en scène, c'est une règle que je me fais, je me dis, il faut pas que je m'interpose comme metteur en scène entre les acteurs et le public. Mon travail, c'est de créer cette relation-là. Et souvent, à la télévision, on a cette impression-là. C'est que tout à coup, il y a un monde qui divise. Donc, on n'a pas l'impression que toujours, ou assez souvent, que le vrai pouvoir, il appartient à ceux qui ont des idées, à ceux qui ont cette fantaisie-là, à ceux qui ont le courage de cette parole-là, et qu'il y a un certain nombre de filtres qui édulcorent, en fait, la prise de parole des artistes. C'est la nouvelle réalité. Au lieu de chialer, c'est plus comme avant. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Je pense que jamais autant que maintenant, on a eu besoin de télévision généraliste, parce que tout est tellement éparpillé qu'il faut des endroits où on peut un peu faire l'amalgame, où les différents courants peuvent se rencontrer, se croiser, où on peut brasser les cartes dans un lieu unique, dans un cadre unique, je dirais. Il n'est pas simple d'être une télévision publique. Le mandat culturel n'est pas toujours compatible avec le succès populaire. Une télévision publique se doit de plaire au plus grand nombre possible de contribuables. Et malgré les vertus de leur discours, les téléspectateurs n'ont pas toujours envie de réfléchir en regardant la télé. Comment concilier quantité et qualité? Il n'y a pas de recette magique. Et il est toujours plus facile de critiquer que de faire. Qu'est-ce que je ferais avec ça, moi, Radio-Canada? Ah, mon Dieu, Seigneur. C'est un cadeau empoisonné, c'est épouvantable. J'en veux pas. Si tu me donnais Radio-Canada. Méchant part. Ah, mon Dieu, j'en veux pas. Non. Ouais. Et tabarnouche. Qu'est-ce que j'en ferais? Mon Dieu, que c'est difficile, ça. Je pourrais pas te dire.
Mon Dieu. Premièrement, je ferais le ménage. La première semaine, je me permettrais de présenter les nouvelles. J'en voudrais pas. Ah, je sabote. J'abolirais les codes d'écoute. C'est trop gros, j'ai pas ce genre d'imagination-là. J'en ferais ce que c'était, probablement. J'essaierais de convaincre le gouvernement de mettre le plus d'argent possible dans la culture et dans l'éducation, et j'essaierais de remontrer aux Québécois ce qu'est le monde, plutôt que de le faire vibrer rapidement à des affaires trop saccadées et superficielles. J'essaierais d'y montrer des affaires. Et j'aimerais ça, beaucoup, faire ça. Je pense qu'il y aurait beaucoup de plaisir à faire ça. Je me creuserais les méninges, ça serait difficile, ça serait ardu, mais je pense que j'aimerais ça. Je pense qu'il y a un potentiel de talent ici, comme il y en a peu dans le monde, et qu'il ne demande qu'à être développé et qu'à avoir sa chance. Et ça, il y a des grandes émissions de télévision qui ont été diffusées, qui sont la preuve de ça. Et je pense qu'on a ici en plus un bassin de population qui est assez incroyable, puisqu'il semble être très fidèle à sa télévision. D'après les études de marché, tout ça, ça revient toujours au même. Peu importe, les gens semblent écouter la télévision d'ici avant d'écouter celle d'ailleurs. Alors ça, c'est assez incroyable. Alors, à partir du moment où on a cette audience-là, je pense qu'on lui doit une marchandise de qualité. Il est des époques où il est plus facile qu'à d'autres de rêver. Mais aujourd'hui comme hier, nous ne prenons pas à la légère notre tâche de fabricant de rêves et de miroir du monde. Car ce n'est pas que de télé qu'il s'agit, mais aussi un tout petit peu de l'âme d'un peuple qui ouvre ses ailes. Nous savons par l'expérience que d'autres pays en ont fait que la télévision exercera une influence prodigieuse sur la vie d'un grand nombre de familles. Je veux dire, quand t'es petit gars, tu regardes la télévision, t'es influencé. Je veux dire, c'est super important d'envoyer quelque chose d'honnête là, à travers ça. On est chanceux. On a une tribune. Il y a beaucoup de monde qui aimerait savoir cette tribune-là. Il y a beaucoup de monde qui aimerait l'avoir et qui aurait un propos, et qui aurait de quoi raconter, et qui nous ferait réfléchir. Et ces gens-là ne l'ont pas. On est privilégiés, on en fait. On a un devoir, je pense. Sans venir fou, on a un devoir. On a une responsabilité sociale. Je m'en mets pas, là, à ses épaules. Mais je pense qu'on a ça. On peut pas se permettre, ne serait-ce que par respect pour le public, d'offrir n'importe quoi. On n'a pas le droit. C'est un couteau à deux tranchants, la télévision, hein? Elle ne vit pas... c'est un objet. Une télévision, chez soi, c'est un objet. Et puis, ce qu'il y a derrière l'écran, il est manipulé. Il est manipulé par des gens, par des compteurs, par des acteurs, par des producteurs, par une quantité incroyable de personnes, de journalistes, de directeurs. Alors, c'est manipulé. De croire le contraire serait bien naïf. La télévision, elle a l'immense avantage et elle est là. Elle entre chez les gens. Elle a à ce moment-là une responsabilité, à mon sens, énorme. Aussi de divertir, je pense, pas juste d'informer ou de... Mais c'est prendre le pouls de la société, c'est prendre le pouls, mais c'est aussi la faire évoluer. C'est pas juste être un miroir, mais c'est aussi d'essayer de la faire avancer. À ce niveau-là, la télé a fait énormément avancer nos tolérances, nos ouvertures sur le monde. Elle a été un objet incroyable d'ouverture et de conscience. Cette caméra-là, là, un job, c'est une caméra de cinéma ou je sais pas trop quoi. C'est pas de la TV, ça, c'est pas... si tu veux. Mais elle a un job à faire. Cette image-là, elle a un job à faire. Un travail. C'est une responsabilité immense que d'être là. Et d'oser dire qu'on est l'œil de l'actualité, qu'on est l'œil du monde. Que c'est cet œil-là qui va prendre les images que le monde veut pas, reçoivent dans leur maison et qui va les influencer. À quoi?
À quoi, Christ, voulons-nous influencer les gens? On ne peut les influencer si on est sain d'esprit qu'à une seule et unique affaire, c'est à devenir plus eux-mêmes, plus être humain. Être humain avec des grandes lettres. Des lettres majuscules. C'est juste... Il y a juste ça dans la vie. Il y a juste ça qu'on doit faire. On doit tous s'activer à essayer ça qu'on... Mais c'est difficile à cerner, évidemment. On a un job de plusieurs milliards d'années devant nous, hein. La télé de l'avenir, il faut qu'elle continue de nous raconter des histoires, parce qu'on est tous d'éternels enfants. La semaine prochaine, au pays de Fanfreluche, nous apprendrons comment une petite fille sans poupée est devenue la plus célèbre poupée de la télévision. Ma mère est morte, elle m'a donné une poupée, et cette poupée m'a ouvert la porte à la création, qui est finalement, je trouve, ma raison d'être ou ma façon d'être, c'est de créer. Enfin, c'est là où je suis la plus heureuse. Également au programme, un homme sacrifie tout à ses ambitions dans l'adaptation d'un chef-d'œuvre de Marcel Dubé, Bilan. William, oui. Est-ce que je pourrais te parler un moment? Pas tout de suite, il faut bien que je suis occupé avec mes invités. Bon, est-ce que tout est organisé pour le voyage de lundi à Québec? Oui, tout va sur des roulettes. J'ai réussi à obtenir un avion du gouvernement. Alors, les journalistes et les invités vont voler et boire aux frais du parti. Ah. Je tiens à ce que toute la presse écrite et parlée souligne le poids de mes engagements. Plus ça va, plus j'ai le goût de me battre, de me lancer dans l'arène comme un taureau. Contre les rouges. Comptez sur moi pour tout chambarder. Il va souffler sur la province un grand vent de bon sens. Mesdames, Messieurs, bonsoir.